Bonjour à tout le monde. Dans le cadre du cours d'introduction à l'étude du droit, dispensé aux étudiants de la filière des sciences d'économie et de gestion, troisième semestre de leur cursus universitaire, nous continuons nos séances relatives à ce cours. Donc, la séance précédente était consacrée à l'étude, en quelque sorte, de l'acquisition et de la disparition de la personnalité juridique. On y a également étudié la notion de personnalité juridique, les catégories des personnes juridiques et les différentes règles applicables à ces catégories de personnes titulaires de ce qu'on appelle la personnalité juridique. On a également consacré quelques développements à l'identification des personnes juridiques. Donc, on a dit que le droit prévoit des instruments permettant l'identification des personnes juridiques pour les faire bénéficier des droits dont elles ont la titulature, d'une part, et pour les soumettre aux obligations leur incombant, d'autre part. Donc, on a étudié les éléments permettant d'identifier les personnes physiques. On a parlé du nom, du domicile, de la nationalité et du régime de l'état civil. Donc, les éléments sur lesquels on s'appuie pour connaître une personne physique, pour identifier une personne physique, sont le nom, le domicile, la nationalité et les différentes règles applicables à l'état civil. Le régime de l'état civil est le régime qui consiste à enregistrer tous les faits relatifs à la vie d'une personne physique, naissance, décès, mariage, etc. Donc, les officiers de l'état civil, que sont les présidents des conseils des communes, enregistrent tous les faits essentiels relatifs à la vie d'une personne, en l'occurrence la naissance, le décès, le mariage, le divorce, etc. Donc, avant d'entamer le chapitre ou les développements relatifs à l'identification des personnes morales, je vous rappelle le plan général du cours. Je vous l'ai déjà envoyé par tous les moyens dont je dispose. Votre groupe sur les applications de discussion instantanée, également sur la page officielle de la faculté. Donc, pour vous aider à mieux vous situer par rapport au contenu du cours, ce cours se décompose en 3 chapitres, se compose de 3 chapitres. Un chapitre premier que j'ai titré « La règle de droit ou le droit objectif », un deuxième chapitre intitulé « Les sources et les branches de la règle de droit » et un troisième et dernier chapitre consacré à un partie exclusivement et dans sa totalité au droit subjectif. Et dans ce troisième chapitre, nous allons étudier les personnes juridiques, c'est-à-dire les titulaires des droits subjectifs ou les sujets de droit, Excuse pour ce désagrément logistique. Nous avons déjà consacré quelques développements à cette première partie du troisième et dernier chapitre de votre cours. On a parlé de la notion de personnalité juridique. On a fait la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Et à l'intérieur de cette catégorie de personnes morales, on a fait la distinction entre les personnes morales, le droit public, et les personnes morales, le droit privé. Puis, on a étudié les éléments qui nous permettent de connaître une personne physique. C'est les éléments nécessaires à l'identification d'une personne physique. Aujourd'hui, nous allons parler donc des éléments juridiques qui nous permettent d'identifier les personnes morales, et on va également consacrer quelques développements à l'outil juridique qui permet d'opérationnaliser, de mettre en œuvre, de mettre en application la personnalité juridique. Donc la personnalité juridique, c'est un attribut juridique, c'est un répertoire de droits que le droit objectif donne ou reconnaît aux personnes physiques et morales. Donc, quel serait l'outil
qui nous permet de bénéficier de ces droits que nous donne notre personnalité juridique. C'est ce qu'on appelle la capacité juridique. Donc, un sujet de droit détient la personnalité juridique. Et pour mettre en œuvre cette personnalité juridique, pour bénéficier des droits rattachés à cette personnalité juridique, il doit disposer de ce qu'on appelle la capacité juridique. Donc, l'objet de la séance d'aujourd'hui est les éléments permettant d'identifier la personne morale, parce qu'on a consacré la séance précédente aux éléments que l'on utilise pour identifier la personne physique. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer, de connaître tout simplement les éléments utilisés ou retenus par le droit pour identifier une personne morale, pour connaître une personne morale et pour entreprendre donc des relations juridiques avec les personnes morales. Et on va consacrer le reste de la séance à la notion de capacité juridique, qui est, comme je viens de le dire, l'outil juridique qui permet de mettre en œuvre la personnalité juridique. Donc, à l'instar des personnes physiques, comme les personnes physiques, les personnes morales, qui sont des groupements de personnes physiques auxquelles le droit objectif reconnaît une existence juridique propre, ces personnes morales sont identifiées par leur nom, leur domicile et leur nationalité. Donc, en principe, les règles applicables à l'identification des personnes physiques s'étendent à l'identification des personnes morales, parce que la personne morale dérive de la volonté des personnes physiques. Ce sont des personnes physiques qui mutualisent leurs moyens, qui réunissent leurs moyens pour créer des personnes morales. Donc, d'emblée, en principe, les règles régissant l'identification des créateurs s'appliquent à leurs créatures. Donc, à l'instar des personnes physiques, les personnes morales s'identifient par leur nom, leur domicile et leur nationalité. Donc, les outils, les instruments permettant l'identification des personnes morales sont obligatoirement enregistrés, portés à la connaissance des administrations chargées de constater l'existence juridique de ces personnes morales. Ainsi, les personnes désireuses de créer une société doivent immatriculer cette société auprès du registre de commerce. Donc, les éléments permettant l'identification d'une personne morale, d'une personne physique, sont enregistrés dans le régime juridique de l'état civil. Pour les personnes morales, on enregistre les éléments qui permettent leur identification dans des administrations spécialisées, dédiées à cet effet. Exemple, les personnes physiques qui veulent créer une société doivent immatriculer cette société auprès du registre commercial. L'immatriculation auprès du registre commercial donne à la personne morale envisagée la personnalité juridique et l'habilite à être titulaire de droits et d'obligations dans la vie juridique, dans le monde réel. Donc, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, les outils permettant l'identification des personnes morales sont obligatoirement enregistrés auprès des administrations chargées d'en constater l'existence juridique. Ainsi, ou par voie d'exemple, les créateurs, les personnes qui veulent créer une société, doivent l'immatriculer auprès du registre de commerce. Les personnes qui veulent créer une association ou un syndicat doivent procéder à leur déclaration auprès des autorités administratives locales. Donc, en général, les éléments juridiques qui nous permettent d'identifier, de connaître une personne juridique sont soumises à des procédures d'enregistrement et d'authentification auprès de l'État. Pour les personnes physiques, les éléments permettant leur identification sont enregistrés ou sont conservés dans le régime selon les règles du régime juridique de l'état civil. Pour les personnes morales qui représentent des groupements de personnes physiques qui dérivent de la volonté des personnes physiques, leur l'enregistrement des éléments qui nous permettent de connaître ces personnes morales et de les identifier est effectué auprès des administrations. Pour les sociétés, il faut les immatriculer auprès du registre de commerce. Pour les syndicats et les associations, il faut déclarer leur création aux autorités administratives locales. Donc,
Comme je l'ai dit au début de la séance, les éléments d'identification de la personne morale, et ce à l'instar de la personne physique, sont le nom, le domicile et la nationalité. Pour le nom d'une personne morale, comme une personne physique, la personne morale est identifiée par le nom que lui donnent les personnes qui l'ont créée. Donc ce sont les personnes, les créateurs de la personne morale qui lui donnent un nom. Donc, et l'appellation du nom de la personne morale diffère en fonction de la catégorie juridique de cette personne morale. Par exemple, une société porte le nom d'une société commerciale, s'appelle dénomination sociale. Le nom de l'association s'appelle tout simplement nom, en droit marocain. En France, on l'appelle titre. Le syndicat, lui, il porte le nom du syndicat, c'est la dénomination. Donc, le nom de la personne morale a des appellations variées en fonction, bien évidemment, comme je viens de le dire, de la catégorie juridique de cette personne morale. Une société a une dénomination sociale, une association a tout simplement un nom, conformément à la législation marocaine, et le syndicat a une dénomination. Donc les appellations données au nom que portent les personnes morales diffèrent en fonction de leur rattachement juridique, en fonction de leur catégorie juridique. Pour le domicile de la personne morale porte généralement le nom de siège social. Et dans le cas où la personne morale se compose de plusieurs entités ou de plusieurs établissements, parce qu'il se peut qu'une société ait beaucoup de démembrements dans différents pays dans le monde ou dans différentes localités du même pays, dans ce cas-là, le siège social de la personne morale qui se compose ou qui comporte plusieurs entités, plusieurs établissements, plusieurs démembrements, correspond à l'endroit où se situe sa direction. En effet, la personne morale, on sait qu'elle est gérée par une administration hiérarchisée. Vous avez étudié ça dans les organisations, dans l'introduction dans l'organisation des entreprises. Donc, cette personne morale qui comporte plusieurs entités, plusieurs établissements, plusieurs démembrements, on considère que son siège social, que son domicile correspond à l'endroit où se situe sa direction. Donc, on le sait, la personne morale est administrée et gérée par une administration hiérarchisée, une organisation hiérarchisée, et par conséquent, le lieu où se trouve son organe administratif dirigeant est réputé être son domicile. Il faut aussi mentionner que la personne morale a un domicile unique désigné dans ses statuts. Donc, ce domicile est appelé, comme je viens de le dire, siège social. Ce siège social représente le rattachement territorial permettant à la personne morale d'être destinataire des droits et des obligations découlant de sa personnalité juridique. Donc, ce siège social, en cas de litige, permet de connaître le tribunal compétent, la juridiction compétente. Ce siège social permet d'entreprendre des relations juridiques, de faire communication avec cette personne morale. C'est toute l'utilité, tout l'intérêt du nom, du domicile dont on a parlé de manière détaillée, de manière compendieuse dans les séances précédentes et d'ailleurs que j'ai étayé dans le support pédagogique que je mets régulièrement dans les supports pédagogiques que je mets régulièrement à votre disposition. Le troisième élément permettant l'identification d'une personne morale est la nationalité. Au début de la séance, j'ai dit que les éléments d'identification de la personne physique ressemblent à ceux utilisés pour faire la même opération s'agissant des personnes morales. Pourquoi? Parce que les personnes morales dérivent, émanent, viennent de la volonté des personnes physiques, mais avec bien évidemment des règles spécifiques adaptées aux particularités de la personne morale. Donc pour le nom, on l'appelle
le nom de la personne morale dépend de sa catégorie juridique. Pour une société, c'est la dénomination sociale. Pour l'association, c'est tout court le nom ou titre dans d'autres pays. Pour le syndicat, c'est la dénomination. Le domicile, il est désigné par les statuts, on l'appelle siège social. Pour la nationalité, c'est le troisième élément d'identification de la personne physique. On considère qu'à l'instar des personnes physiques, la personne morale a une nationalité permettant, d'ailleurs on l'a dit quand on a défini de manière brève la nationalité, on a dit que la nationalité est le lien juridique qui permet de rattacher une personne juridique à un État. Cette définition est valable tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Donc à l'instar des personnes physiques comme les personnes physiques, les personnes morales ou la personne morale a une nationalité qui permet d'assurer son lien juridique avec l'État. Ainsi, conséquence, une personne morale dont le siège se situe sur le territoire marocain a la nationalité marocaine ou détient la nationalité marocaine. Donc, il en découle ainsi les personnes morales qui sont détentrices, qui ont la nationalité marocaine, sont soumises au droit marocain et peuvent de ce fait se faire prévaloir des droits et des garanties que ce droit leur confère. Donc, la nationalité d'une personne morale est indispensable, est essentielle pour connaître les règles juridiques qui régissent la création, le fonctionnement et la dissolution de la personne morale. Donc, une personne morale marocaine, elle est créée conformément au droit marocain, il fonctionne conformément au droit marocain et on peut la dissoudre conformément aux règles de dissolution prévues par le droit marocain. Donc, en conséquence, quelle est l'utilité de la nationalité de la personne morale? Son utilité réside dans le fait qu'il nous permet de connaître les règles juridiques qui organisent, qui réglementent la création, le fonctionnement, la gestion et la fin, tout simplement, ou la dissolution de la personne morale. Sur ce s'achève la partie relative à l'identification des personnes morales et des personnes physiques. Comme je l'ai dit au début de la séance, une partie, je consacrerai quelques parties et quelques développements dans le cadre de la présente séance à la notion de capacité juridique. Donc la capacité juridique est l'outil juridique qui permet de mettre en œuvre la personnalité juridique. Un Marocain, un citoyen marocain, pour bénéficier des droits que lui garantit le droit marocain, il doit être capable de bénéficier de ces... Il doit en être capable. C'est toute l'utilité, tout l'intérêt de la notion de capacité juridique. Je peux être titulaire de droits, mais incapable de les exercer. Donc, la capacité juridique est le résultat de la personnalité juridique ou l'outil qui permet de mettre en œuvre cette personnalité juridique. Donc, la capacité juridique est le résultat de la personnalité juridique dans la mesure où la capacité juridique permet d'opérationnaliser, de mettre en œuvre et de jouir des droits qui découlent de la personnalité juridique. Donc, la capacité juridique est l'instrument de mise en application, d'opérationnalisation de la personnalité juridique. Donc, comment se définit cette capacité juridique? La capacité juridique est l'aptitude reconnue aux personnes juridiques, aussi bien physiques que morales, à être titulaires de droits et d'obligations conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, c'est-à-dire conformément aux droits objectifs. Donc la capacité juridique est l'aptitude reconnue à la personne juridique à être titulaire de droits et d'obligations institués par le droit ou découlant du droit objectif. En ce qui concerne sa taxonomie ou sa typologie, la capacité se scinde en deux types. La capacité de jouissance d'une part et la capacité d'exercice d'autre part. La capacité de jouissance
désigne l'aptitude à être titulaire de droit. Par voie d'exemple, le propriétaire d'une maison détient à l'égard de ce bien, de cette maison, le droit de propriété. Ainsi, la capacité de jouissance correspond à la capacité de disposer des droits subjectifs reconnus et garantis par le droit objectif. C'est ça la capacité de jouissance. Pour la capacité d'exercice, il renvoie à l'aptitude d'exercer, de mettre en œuvre les droits dont on est titulaire. Par exemple, le titulaire du droit de propriété sur un bien, une maison ou une voiture, peut le vendre, le louer ou en faire donation à autrui. Donc il peut disposer réellement du bien dont il a la propriété. Bien sûr, la capacité juridique connaît des limitations. Ainsi, la mise en œuvre des droits subjectifs reconnus par le droit objectif peut se soumettre à des restrictions. On parle de régime des incapacités. Et bien sûr, puisqu'il y a une capacité de jouissance, il y aura une incapacité de jouissance. Et puisqu'il y a une capacité d'exercice, il y aura une incapacité d'exercice. Donc, comme je l'ai dit, la capacité juridique connaît des limitations et pour cause et par conséquent, la mise en œuvre des droits subjectifs reconnus par le droit objectif, la mise en œuvre de la personnalité juridique est soumise à des restrictions, à des limitations. C'est ce qu'on appelle le régime des incapacités. Il y a donc une incapacité de jouissance, d'une part, et une incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance prive les personnes juridiques de certains droits. L'exemple type que l'on puisse citer à cet égard est celui de l'interdiction du droit au vote aux étrangers ou de l'interdiction qui leur est faite de se présenter au concours de la fonction publique. Donc, au Maroc, seules les personnes détentrices de la nationalité marocaine peuvent se présenter au concours de recrutement dans la fonction publique. Pour les élections nationales, les étrangers ne votent pas. Donc, il y a des limitations à la capacité de jouissance. Mais cette limitation portée ou qui concerne la capacité de jouissance, elle est toujours relative. Il ne pourra jamais être absolu et total. Donc, notez bien que l'incapacité de jouissance est obligatoirement relative, dans la mesure où il ne s'étend que sur certains droits. Il ne concerne qu'une partie des droits subjectifs. Et par conséquent, l'incapacité de jouissance ne peut jamais être absolue, ne peut jamais être totale. Sinon, si l'incapacité de jouissance est totale, il conduit à la suppression, à la négation pure et simple de la personnalité juridique. Cette négation pure et simple de la personnalité juridique n'existe plus. Elle a cessé d'exister après l'abolition de l'esclavage. Donc, l'incapacité de jouissance, elle est toujours relative. Il nous prive de certains droits et non pas de la totalité de nos droits subjectifs. Sinon, il conduira à la suppression, à l'élimination pure et simple de la personnalité juridique. Donc, retenez, en ce qui concerne la portée, le champ d'application de l'incapacité de jouissance, qu'il est limité et qu'il ne peut jamais être total. Le régime dans lequel l'incapacité de jouissance était totale est celui de l'esclavage. Or, ce régime a été aboli. En ce qui concerne l'incapacité d'exercice, cette incapacité d'exercice, il ne retire pas à une personne l'aptitude à être titulaire de droit. Mais il la prive de l'exercer elle-même. Donc, l'incapacité d'exercice, il ne supprime pas la capacité de jouissance. Elle est sous-jacente à la capacité de jouissance. Donc, l'incapacité d'exercice, il ne prive pas la personne de sa capacité de jouissance, mais il l'empêche de jouir personnellement, elle-même, de ses droits subjectifs. Exemple, un enfant mineur peut être propriétaire d'un terrain, d'un bien. Donc,
un enfant mineur de 3 ans peut être le propriétaire d'un terrain. Et dans ce cas-là, on dit qu'il bénéficie de la capacité de jouissance. Il jouit de ce bien, mais il est frappé de l'incapacité d'exercice. Un enfant mineur ne peut pas vendre le bien dont il a la propriété. Il ne peut pas le louer. On dit juridiquement que cet enfant est frappé de l'incapacité d'exercice. Donc, l'incapacité d'exercice est généralement provisoire et il a pour objectif de protéger, de préserver les droits de la personne qui est concernée par ce régime d'incapacité d'exercice. Parce qu'un droit, un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 2 ans qui est propriétaire d'un bien, il ne peut pas le gérer lui-même. C'est la raison pour laquelle, pour protéger les biens de cet enfant, on le soumet à un régime d'incapacité d'exercice. Donc, l'incapacité d'exercice, il ne supprime pas la capacité de jouissance, mais il prive temporairement, sous certaines conditions, ou de façon permanente, en fonction de la situation, la personne d'exercer elle-même les droits dont elle est titulaire, dont elle a la titulature. Donc, l'incapacité d'exercice est généralement une incapacité qui a pour objet, qui a pour objectif, qui a pour finalité la préservation, la protection des biens de la personne qui en est frappée. Donc, après avoir défini la notion de capacité juridique, sa typologie, il convient de présenter les personnes ou la catégorie de personnes physiques incapables. Donc, quelles sont les personnes juridiques ou les personnes physiques incapables? Généralement, les personnes physiques incapables sont les personnes qui détiennent la capacité de jouissance, mais qui ne peuvent pas exercer elles-mêmes, ces personnes, les droits découlant de leur capacité de jouissance, de leur personnalité juridique. Donc, sur le terrain du droit, en droit, on fait la distinction entre deux grandes catégories de personnes physiques incapables, c'est les mineurs et les incapables majeurs. Pour les mineurs, un mineur est un individu, homme de l'un ou de l'autre sexe, qui n'a pas encore atteint l'âge de majorité qui est fixé par le Code de la famille à 18 ans révolus. Donc, le mineur, en prenant en considération son âge, un mineur, sur la base de son, en tenant en considération son âge, a inévitablement besoin d'une protection. Parce qu'il peut être titulaire de droits, mais son âge, ses facultés intellectuelles, ses capacités intellectuelles et physiques ne lui permettent pas d'exercer lui-même les droits que lui garantit sa personnalité juridique. Donc, il a besoin d'une protection. Ce moyen de protection est l'incapacité d'exercice conformément aux conditions posées par le droit objectif. Donc, un mineur, en prenant en considération son âge, a inéluctablement besoin d'une protection juridique. C'est la raison pour laquelle l'incapacité d'exercice du mineur est en principe et d'emblée totale. Un mineur ne peut pas exercer lui-même les droits découlant de sa personnalité juridique. Il bénéficie de la capacité de jouissance parce qu'il peut être titulaire de biens, mais il est soumis au régime de l'incapacité d'exercice pour le protéger et pour protéger ses biens. Donc, bien sûr, ce mineur, puisqu'il est concerné par le régime de l'incapacité d'exercice, il a besoin d'un représentant légal, d'une personne
qui agit en son nom et pour son compte. Donc c'est ça en quelque sorte l'utilité de l'incapacité d'exercice. Le mineur, il est soumis à l'incapacité d'exercice, mais pour exercer ses droits, le droit lui désigne un représentant légal. Il peut être le père, la mère ou tout simplement le tuteur. Et bien sûr, au fur et à mesure que cet individu ou que ce mineur grandit, il peut exercer lui-même une partie de ses droits. On dit que cette incapacité d'exercice, qui est au départ une incapacité d'exercice totale, commence à prendre une portée relative en fonction du développement des capacités, des facultés mentales du mineur. Donc, au départ, le mineur est frappé d'une incapacité d'exercice. Donc, tous les actes juridiques qui le concernent sont accomplis, sont effectués par son représentant légal, qui peut être un parent ou un tuteur. Et progressivement, à l'évolution des capacités de ce mineur, l'incapacité d'exercice se fragilise. On considère qu'à un certain âge, même s'il est encore mineur, il peut accomplir certains actes juridiques jusqu'à l'âge d'acquisition de la pleine capacité juridique qui est fixée à l'âge de 18 ans. Donc c'est ça, en quelque sorte, de manière générale, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de détails, puisque le cours est destiné à un auditoire d'étudiants en économie ou de gestion. Donc il y a beaucoup de détails et de règles qui régissent l'incapacité d'exercice qui concerne appliquée ou applicable aux mineurs. Mais bon, de façon générale, et pour s'en tenir à l'essentiel, le mineur est soumis à ce régime juridique d'incapacité d'exercice. Il bénéficie de la capacité de jouissance, mais en raison de son âge, il ne peut exercer lui-même les droits découlant de sa personnalité juridique. C'est la raison pour laquelle le droit a institué à sa faveur un mécanisme de protection. C'est l'incapacité d'exercice. Donc le mineur accomplit les actes juridiques se rattachant à sa personnalité juridique par l'entremise, moyennant, à travers son représentant légal. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, comme j'ai dit, la pleine capacité juridique pour le mineur s'obtient, on s'acquiert à l'âge de 18 ans. Avant d'atteindre l'atteinte ou d'arriver à cet âge de 18 ans, le mineur bénéficie d'une capacité juridique relative, dans la mesure où il peut, après un certain âge, après l'âge d'émancipation, on va parler de ce cas de figure, exercer une partie ou certains droits découlant de sa personnalité juridique. Donc, il y a un cas spécifique. Donc, la règle générale, c'est que le mineur est frappé de l'incapacité d'exercice jusqu'à l'âge d'accès à la pleine capacité juridique fixée à 18 ans. Mais il y a des situations dans lesquelles le mineur peut être habilité à exercer une partie de ses droits et donc bénéficier d'une capacité juridique relative après avoir été soumis à une incapacité d'exercice complète. Donc c'est le cas de l'émancipation. Donc à partir de l'âge de 16 ans, un mineur peut être émancipé par une décision de la justice à exercer une partie de ses droits. Donc l'émancipation est une reconnaissance anticipée parce qu'il intervient avant l'âge d'accès à la pleine capacité juridique, en l'occurrence 18 ans. Donc à 16 ans, on peut parler d'un mineur émancipé par une décision judiciaire qui l'habilitera à exercer lui-même certains droits découlant
de sa personnalité juridique, de sa capacité de jouissance. Donc l'émancipation constitue une reconnaissance anticipée de la pleine capacité d'exercice aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans et qui montre des signes de maturité. L'émancipation est conférée par le tribunal à la demande de l'intéressé ou de son représentant local. Donc, le mineur émancipé entre en possession de tous ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Donc, de façon résumée, à partir de l'âge de 16 ans, un mineur peut être émancipé sur la base, au moyennant une décision de justice. À la demande, cette décision de justice est prononcée à la demande du mineur lui-même ou à la demande, bien évidemment, de son représentant légal. Parce que cette demande d'émancipation est elle-même un acte juridique, donc il doit être fait soit par le mineur lui-même, soit par son représentant légal. Donc l'émancipation met fin au pouvoir du représentant légal, qu'il soit un parent ou un tuteur. Donc, en principe, le mineur émancipé devient capable comme un majeur. En principe. Donc, l'émancipation prononcée par le juge permet aux mineurs d'accéder de manière anticipée à l'âge de majorité, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, et les déclarer juridictionnellement majeurs, et non pas légalement. Parce que l'âge de majorité légale, c'est 18 ans. Mais si ce mineur présente des signes de maturité, de discernement, il peut bénéficier de ce régime d'émancipation qui est un régime d'allègement, d'assouplissement de l'incapacité d'exercice. Donc, en principe, le mineur émancipé s'analyse ou s'identifie comme une personne physique majeure. Mais bien sûr, il existe des restrictions, des limites à cette pleine capacité juridique d'origine juridictionnelle. Parce qu'il y a la pleine capacité juridique d'origine légale, c'est l'atteinte de l'âge de 18 ans, fixé par le Code de la famille. Et il y a l'âge de pleine capacité juridique établi par le juge de manière anticipée à l'âge de 16 ans. Donc cette pleine capacité juridique judiciaire, elle est limitée. Il n'est pas synonyme sur le plan juridique, sur le plan de la capacité juridique, de la capacité juridique légale, de la pleine capacité juridique de 18 ans, dans la mesure où il connaît des limites. Ainsi, le mineur émancipé ne peut pas être commerçant. Donc, c'est ça en quelque sorte un exemple de limite apportée à la pleine capacité juridique constatée à titre anticipé par une décision de justice. Donc, l'émancipation sur le plan juridique du mineur a des effets juridiques limités. Il ne peut pas être assimilé complètement, intégralement, à la pleine capacité juridique instituée par la loi, qui est l'atteinte de l'âge de 18 ans. Il y a des limites à cette capacité juridique établie par le juge à titre anticipé. Exemple, le mineur émancipé ne peut pas se faire prévaloir de la qualité de commerçant. Donc il y a l'âge de majorité commerciale qui constitue une exception à l'émancipation d'un mineur prononcée bien sûr en fonction de l'objet de ces contrats. Mais ce qui est mentionné ou ce qui est prévu par la législation en vigueur, c'est que, en principe, le mineur émancipé agit comme
une personne physique majeure, à l'exception de certains actes juridiques prévus par la loi, ceux-ci ne pouvant être accomplis qu'à l'âge de 18 ans, exemple l'activité commerciale. Mais pour les autres activités, un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans peut, sur la base d'une autorisation judiciaire, conclure un acte de mariage. Mais la règle est la suivante. L'âge de majorité est fixé à 18 ans. Quand on veut accéder à la majorité à titre anticipé, c'est-à-dire avant d'atteindre 18 ans révolus, grégorien révolu, il nous faut une autorisation judiciaire. Cette autorisation judiciaire ne nous donne pas la capacité juridique dans son entièreté. Il demeure frappé de certaines exceptions instituées par la loi. C'est le cas de l'activité commerciale. Et d'ailleurs, on l'a dit dans les séances précédentes, le droit commercial constitue une dérogation au droit civil, au droit commun. Et parmi les signes de cette dérogation, c'est cette émancipation prononcée par le juge. L'émancipation du mineur le fait en principe accéder au statut de personne physique majeure, c'est-à-dire en principe, il met fin à son incapacité d'exercice, mais quand même, il y a des limites à cette émancipation prononcée par le juge. C'est le cas de l'activité commerciale, c'est le cas de la conclusion d'un acte de mariage. Donc, hormis les cas prévus par la législation en vigueur, le mineur émancipé peut se comporter, agir sur le plan juridique comme une personne physique majeure. Donc, les personnes, toujours dans le cadre des personnes physiques incapables, on a... Alors, quelle est la nature de distinction entre la capacité de jouissance et la capacité d'exercice? La capacité de jouissance, pour les personnes physiques incapables, ils bénéficient de la capacité de jouissance. Mais ils sont frappés de l'incapacité d'exercice. Cette incapacité d'exercice émane de situations établies par la loi. C'est la situation de minorité. Quand on est mineur, on bénéficie de la capacité de jouissance, mais on ne bénéficie pas de la capacité d'exercice. On a besoin d'un représentant légal pour que l'on puisse exercer les droits rattachés à notre personnalité juridique. Ça, c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, d'ailleurs, bien sûr, l'âge de majorité est en principe applicable sur tous les Marocains, excepté pour les étrangers, les règles de majorité applicables pour les opérations, par exemple, commerciales, ce sont des questions de droit international privé. Là, il faut, quand il y a une personne détentrice d'une autre nationalité, ce sont les règles de droit international privé qui s'appliquent. Droit international privé marocain. Maintenant, la question concernant la capacité de jouissance et d'exercice d'une personne morale. On a dit au début de la séance que la capacité que toutes les personnes physiques, aussi bien morales que toutes les personnes juridiques, aussi bien physiques que morales, bénéficient de la capacité de jouissance. Est-ce qu'une personne, bien sûr, une personne morale bénéficie de la capacité de jouissance? Si je vous pose la question sur la nature de la capacité d'exercice d'une personne morale, par exemple d'une société, d'une association, est-ce que la personne morale, d'après vous, bénéficie de la capacité d'exercice? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, pour les personnes physiques, pour les personnes morales, ils bénéficient de la capacité de jouissance, mais ils sont toujours frappés de l'incapacité d'exercice. Personnes morales. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours besoin de représentants logos de personnes physiques qui les représentent dans le monde réel. Et ça, on l'a dit au début de la séance, les personnes morales sont des abstractions juridiques, sont des fictions juridiques. Et pour exister, ils ont besoin de représentants légaux. Donc, pour les personnes morales de droit public, leurs représentants légaux sont désignés par les lois qui les ont créés. Par exemple, la commune, qui est une personne morale de droit public, elle est représentée par une personne physique, en l'occurrence le président du conseil de la commune. Idem pour le conseil de la province ou la préfecture, idem pour le conseil de la région. Pour les personnes morales de droit privé, leurs représentants légaux sont désignés dans leur statut. Donc, c'est-à-dire, quand on lit les statuts d'une société, par exemple, on y trouve des dispositions relatives à l'identification des personnes physiques qui peuvent engager sur le plan juridique la personne morale. Donc, la personne morale, elle a une capacité de jouissance, mais il est soumis à une incapacité d'exercice parce qu'il a toujours besoin de personnes physiques pour qu'ils puissent accomplir des actes juridiques. Donc, toujours dans le cadre de cette partie consacrée à la catégorie des personnes physiques incapables, on a parlé du mineur, du cas général et du cas spécifique du mineur émancipé. Maintenant, on va parler des incapables majeurs. Donc, en prenant sur la base de leur état de santé physique ou mental, certaines personnes, même si elles ont atteint l'âge de majorité, fixé à 18 ans, ont besoin d'une protection juridique en raison de leur état de santé mental ou physique. Donc, ils ont une certaine incapacité liée à leur situation, à leur état de santé, et puisqu'ils ont ce problème d'incapacité lié à un état de santé physique ou mental, le droit intervient pour les protéger. Et cette situation, ce cas de figure, correspond à l'utilité, à l'objectif de l'incapacité. L'incapacité d'exercice, il n'a pas pour objectif d'empêcher la personne d'exercer de ses droits ou de les priver d'exercer ses droits de manière arbitraire, de manière aléatoire. Au contraire, l'incapacité d'exercice est un outil développé par le droit pour protéger certaines catégories de personnes, pour protéger les intérêts légitimes de certaines catégories de personnes. On a parlé du mineur. Le mineur, il détient la capacité de jouissance. Il ne peut pas exercer lui-même les droits découlant de sa capacité de jouissance. C'est la raison pour laquelle le droit a mis en place un mécanisme de protection à son profit, en l'occurrence le mécanisme d'incapacité d'exercice. Donc le mineur, pour accomplir des actes juridiques, il agit par l'intermédiaire, par l'entremise de son représentant légal, qui est un parent ou un tuteur. Mais ce mineur peut accéder à titre anticipé à l'âge de majorité, à partir de l'âge de 16 ans, s'il présente des signes de maturité, de discernement suffisants, qui sont bien sûr analysés, appréciés par le juge. Mais bien que l'émancipation se présente comme un accès anticipé à l'âge de majorité, elle est relative, dans la mesure où le mineur émancipé, qui est en principe une personne physique majeure, ne peut exercer certaines activités comme l'activité commerciale. Il ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant. Le même raisonnement, c'est-à-dire qui consiste à donner ce rôle protecteur à la capacité d'exercice, s'applique aux personnes, aux incapables majeurs.
qui sont des personnes majeures, qui ont atteint l'âge de majorité, mais qui, en raison de leur santé mentale ou santé somatique, santé physique, sont incapables d'exercer elles-mêmes les droits rattachés à leur personnalité juridique. Donc, le mineur ou le majeur incapable se voit déchu de la totalité ou d'une partie de sa capacité d'exercice. Donc, ces personnes, ces incapables majeurs, qui sont des personnes ayant atteint l'âge de majorité, mais dont les facultés physiques, les facultés mentales empêchent un meilleur exercice de leurs droits par eux-mêmes, donc sont soumis à un régime de protection, d'incapacité d'exercice, et ils auront besoin donc pour accomplir les actes juridiques découlant de leur personnalité juridique, ils auront besoin d'un représentant légal. Donc, vous voyez, l'incapacité d'exercice, il peut toucher le mineur, comme il peut toucher, il touche le mineur en principe, comme il peut toucher, bien sûr, une personne physique ayant atteint l'âge de majorité fixé à 18 ans. Et donc, un majeur incapable, en raison de son état de santé somatique, physique, ou de son état de santé mentale, peut être soumis à ce mécanisme d'incapacité d'exercice pour bien évidemment protéger ses intérêts, protéger ses droits. Donc ça, ce sont les règles de manière générale, bien sûr, qui s'appliquent aux personnes physiques. Bien sûr, je vous invite à les approfondir, à les étayer davantage, en vous guidant par le don que je vous ai donné. Parce que dans tous les ouvrages relatifs à l'introduction à l'étude du droit, vous trouverez pratiquement les mêmes renseignements, les mêmes informations, la même matière. Donc si vous voulez approfondir vos connaissances dans un des thèmes sur lesquels porte le cours, référez-vous au plan, utilisez-le comme une boussole dans, bien sûr, l'exploitation des ouvrages, des documents que vous pouvez trouver sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de cours, une matière très opulente sur ces notions fondamentales de droit positif, ou ce qu'on appelle l'introduction à l'étude du droit. Donc, on a parlé de manière brève sur la capacité juridique des personnes physiques. Maintenant, on va parler de la capacité juridique d'une personne morale. Donc, à l'instar, toujours le fil conducteur de ce rapport juridique entre les personnes physiques et les personnes morales, c'est qu'il y a une symétrie entre les deux catégories de personnes juridiques, parce que les personnes morales sont créées par les personnes physiques. D'emblée, en principe, les règles applicables aux créateurs s'appliquent aux créatures, à leurs créatures. Mais avec, bien sûr, des aménagements, des exceptions prévues par la loi ou des adaptations prévues par la loi. Donc, à l'instar de la personne physique, la personne morale dispose, est dotée de la capacité juridique qui l'habilite à être titulaire de droit et à opérationnaliser, à mettre en œuvre ses droits. Mais bien sûr, à la différence de la personne physique qui peut obtenir, acquérir ses droits et les exercer dans tous les domaines reconnus par le droit, la personne morale ne peut le faire que dans le cadre de son objet. Donc, il y a déjà la capacité juridique d'une personne physique, elle est générale. Il peut accomplir tous les actes juridiques prévus par la loi. Mais,
pour la personne morale, sa capacité juridique est sectorielle. Il se limite à un secteur donné. Il se limite à son objet. Donc, la personne morale ne peut bénéficier de sa capacité de jouissance que dans le cadre de son objet, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité mentionnée dans ses statuts. Donc, une société de BTP ne peut intervenir que dans le BTP. Une société dont l'objet est la production de documents sécurisés ne peut intervenir que dans ce domaine. Donc, la personne physique, il détient une capacité juridique générale, transversale. La personne morale, elle, il détient une capacité juridique sectorielle, limitée à son objet, limitée à l'activité sur laquelle portent ses statuts. Donc c'est déjà un élément de distinction, de différence fort appréciable entre la capacité juridique dévolue à la personne physique et la capacité juridique dévolue à la personne morale. Donc l'exemple que l'on peut citer, c'est que une société dont le statut ou les statuts disposent que son objet est la restauration ne peut pas vendre par exemple des appareils électroménagers. Ne peut pas vendre des appareils bureautiques. Donc déjà, la capacité juridique de la personne morale est limitée à son objet. Et il y a des droits, d'ailleurs subjectifs, qui ne peuvent être exercés que par une personne physique. Le droit de vote. Une personne morale ne vote pas. Donc, revenons à l'idée de départ. En principe, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent aussi bien aux créateurs, que sont les personnes physiques, qu'à leurs créatures, que sont les personnes morales. Mais le droit prévoit des adaptations, des exceptions, des aménagements qui prennent en considération la particularité de chaque personne juridique. En termes de capacité de jouissance, la capacité de jouissance dévolue à la personne physique est plus générale que celle dévolue à la personne morale. Car la personne morale ne peut exercer que les actes juridiques relatifs à son objet. Donc, on a une capacité juridique générale et une capacité juridique spéciale, spécifique, sectorielle. Donc, la personne morale détient une capacité juridique sectorielle. C'est le principe d'ailleurs de spécialité que l'on trouve en droit privé. Et d'ailleurs, ce principe de spécialité, on le trouve également en droit international. L'État a un champ d'intervention général sur le plan international. L'État peut conclure des traités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de la coopération policière, dans le domaine de la coopération pénale, dans le domaine de la coopération scientifique. Donc, la personnalité juridique de l'État ou la capacité juridique de l'État revêt une portée générale. Mais les États peuvent se réunir dans le cadre d'organisations internationales. Et ces organisations internationales sont soumises au principe de spécialité. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne peut pas intervenir dans le domaine nucléaire. L'Organisation mondiale du commerce ne peut pas intervenir dans le domaine sanitaire, ne serait-ce que, bien sûr, si des aspects commerciaux sont évoqués. Ces règles de capacité juridique générale et de capacité juridique soumise au principe de spécialité que l'on trouve s'agissant des personnes physiques et des personnes morales en droit interne est extrapolable au droit international. Même à l'intérieur de son ordre juridique, l'État peut créer des personnes morales spécialisées, les établissements publics,
L'État a une compétence d'intervention générale, il intervient dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la sécurité, etc. Mais il peut créer des établissements, des personnes morales spécialisées, par exemple les établissements publics. Exemple, l'université. L'université ne peut pas intervenir dans le domaine sanitaire. L'université ne peut pas intervenir dans le domaine sécuritaire. Donc, les personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé, de droit interne ou de droit international, sont en principe soumises à ce principe de spécialité qui se traduit par une capacité juridique sectorielle. Donc, une société ne peut exercer que les actes juridiques se rattachant à l'objet, à son objet tel qu'il est défini dans ses statuts. Donc, ça c'est pour la capacité de jouissance. Pour la capacité d'exercice, on l'a dit au début de la séance, la société ou la personne morale est, sur le plan factuel, sur le plan des faits, elle est frappée de l'incapacité d'exercice. Pourquoi? Parce qu'il a toujours besoin de représentants légaux. Donc, pour certains auteurs, la personne morale ne détient pas la capacité d'exercice. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin toujours d'une personne physique qui agit pour son nom, en son nom et pour son compte. Mais pour d'autres auteurs, ils considèrent que la personne morale, à l'instar de la personne physique, elle détient une capacité d'exercice, mais une capacité d'exercice spéciale, adaptée à la nature même de cette personne morale. Et ils disent que la personne morale détient, à l'instar de la personne physique, une capacité d'exercice, mais il se trouve que cette capacité d'exercice dévolue à la personne morale n'est opérationnalisée, n'est actée que par l'entremise des organes qui dirigent cette personne morale, par exemple le gérant d'une SARL, le président directeur général d'une société anonyme, etc. Et pour s'en tenir à l'essentiel, pour terminer la séance consacrée à la capacité juridique, pour que l'on consacre la séance prochaine à la sanction des droits subjectifs. La capacité juridique représente l'aptitude dévolue à une personne physique ou à une personne morale à être titulaire de droits et destinataire d'obligations. Donc, en d'autres termes, je vais vous envoyer dans quelques moments le support pédagogique relatif à l'objet de cette séance. Donc, la capacité juridique, pour en quelque sorte faire un résumé précis, concis de ce que je viens de dire. Donc, la capacité juridique représente l'aptitude d'une personne à être titulaire de droit, c'est la capacité de jouissance, et à exercer, à mettre en œuvre ces droits, c'est la capacité d'exercice. Dans l'objectif de protéger les droits des personnes juridiques, on a mis en place des mécanismes d'incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance, il ne peut être que relative. L'interdiction faite aux étrangers de voter, l'interdiction qui leur est faite de se présenter au concours de la fonction publique. Donc l'incapacité de jouissance ne peut jamais être totale, ne peut jamais être entière, car sinon, s'il est entier, il aboutit, il conduit à la suppression, à la négation de la personnalité juridique. Or, cette situation n'est possible que dans le cadre de l'esclavage, et l'esclavage a été aboli. Donc, les restrictions apportées à la capacité de jouissance sont toujours relatives. Et ils ne peuvent jamais être absolus. Ça, c'est pour l'incapacité de jouissance. Pour l'incapacité d'exercice, son rôle est protecteur. Il a été développé par le droit pour protéger les personnes physiques incapables d'exercer à bon escient les droits qui sont rattachés à leur personnalité juridique. On a parlé du mineur et on a parlé de l'incapable majeur. Pour la personne morale, elle détient elle aussi une capacité de jouissance, mais une capacité de jouissance, mais une capacité de jouissance soumise au principe de spécialité, car
il n'accomplit que les actes juridiques relatifs à l'objet, à son objet, tel que ce dernier est défini dans ses statuts. Donc, à la différence de la capacité juridique pleine, générale, transversale, dévolue aux personnes physiques, la capacité juridique des personnes morales est soumise au principe de spécialité. Et pour la capacité d'exercice, la personne morale en bénéficie pour certains auteurs, pour d'autres, et c'est ce qui est, ce deuxième courant doctrinal est le plus, à mon sens, proche de la réalité. Cette personne morale est frappée d'une incapacité d'exercice car elle a toujours besoin d'un représentant légal pour exercer ses droits. C'est le cas du président directeur général pour une société anonyme, le cas du gérant pour une société à responsabilité limitée. Ok, je vous remercie pour le suivi et on reprendra notre cours lors de la séance prochaine. Et merci.